enchaîner sur la dernière partie. Il est sur la partie, bien sûr, du travail du législateur. Et un député, c'est d'abord un législateur avec, pour ma part, bon, des valeurs humaines. Un travail pas facile à mener actuellement, parce qu'il y a énormément de textes qui nous arrivent en urgence. Vous avez aussi entendu parler du nouveau règlement de l'Assemblée nationale, qui est en cours de discussion, qui va singulièrement et un peu notifié, puisque désormais les députés ont 2 minutes uniquement pour défendre leurs amendements, qui nécessite une mobilisation, une forte mobilisation, et c'est la raison pour laquelle sur ces textes, notamment il y a 2 textes emblématiques, ça a été la loi sur le logement et la loi santé. Donc 2 textes emblématiques qui, pour ma part, quand on fait de la santé publique ou quand on fait du logement, je ne pense pas que c'était 2 textes à passer en urgence. Voilà mon positionnement sur la loi logement et lutte contre l'exclusion. Rappelez-vous, cette crise du logement touchait les plus pauvres. Aujourd'hui, elle touche les classes moyennes. Cette crise du logement touchait les personnes privées d'emploi. Aujourd'hui, elle touche de plus en plus les populations actives. Face au manque de logements sociaux, il y a 2 manières d'aborder le problème. La première, la bonne, est de dégager les moyens financiers suffisants pour construire massivement les logements nécessaires. La seconde, la mauvaise, est de réduire de façon mathématique et autoritaire le nombre des familles pouvant y accéder et de renvoyer les classes moyennes se débrouiller dans le logement privé. Madame la ministre, vous avez choisi la seconde, la pire, celle qui remet en cause le droit du maintien dans les lieux des locataires, celle qui facilite les expulsions, celle qui réduit le nombre des bénéficiaires par l'abaissement des plafonds de ressources et l'augmentation des surloyers. Vous le savez, Madame la ministre, ce n'est pas en expulsant 9000 ménages qui réglera le problème des 1 200 000 personnes sur les listes d'attente. L'article 20 de votre texte prévoit également l'expulsion des locataires en situation de sous-occupation. Ce n'est pas là non plus en chassant les locataires d'un logement devenu trop grand, soit parce que les enfants ont quitté le toit familial, soit parce qu'il y a eu une séparation familiale que vous réglerez le problème. Vous oubliez surtout une dimension essentielle. Vous oubliez celle qui relève de l'affectif et de l'humain. Vous oubliez que le logement est d'abord un lieu de vie et un lieu d'équilibre. Vos mesures font disparaître l'humain au profit des quotas. Elles n'apportent aucune réelle réponse du déficit des logements sociaux et elles vont surtout frapper en particulier les ménages proches de la retraite, les veufs, les veuves. Elles vont frapper les classes moyennes qui assurent encore un minimum de mixité sociale. Tout ceci, vous le savez, alourdira considérablement les charges locatives dans un contexte de baisse de pouvoir d'achat. Que pourront faire ces ménages trop riches selon vous pour accéder au logement social, trop pauvres à l'évidence pour accéder au logement privé? Madame la ministre, ce n'est pas d'exclusion dont les Français ont besoin, mais de construction massive de logements adaptés à leurs besoins et à leurs moyens financiers. Alors, donc là, je pense que la question du logement est essentielle dans notre société, particulièrement actuellement, en disant que le logement conventionné peut s'adresser à plus de 67% de la population. Donc il y a vraiment des très gros efforts à porter sur ce domaine-là, et avec un texte qui était nécessaire d'amender. Et notamment, je suis revenue sur la mixité sociale, où nous avons besoin d'équilibrer nos lieux de vie de façon à permettre cette mixité sociale et ce logement d'une manière beaucoup moins problématique et beaucoup moins stigmatisée qu'aujourd'hui. Madame la ministre, vous me semblez sincère dans l'affectif que vous portez à cette loi sur le logement. Alors, de femme à femme, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, parce que vous savez l'enjeu humain qu'il y a aujourd'hui à apporter une réponse. Or, nous avons démontré hier, les uns et les autres, cette nécessaire mixité sociale, comment elle était
est importante pour ne pas ghettoiser des secteurs. Vous ne pouvez pas aller vers des havres chic et vers des pôles, voire des ghettos chocs. Ce n'est pas possible. Je crois que nous connaissons une région commune et il y a notamment une commune qui aujourd'hui est la seule de France à n'avoir aucun logement social. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Non seulement elle n'y arrive pas, elle paye des pénalités, finalement c'est un choix politique, mais aujourd'hui, qui paye l'addition? Eh bien ce sont les personnes qui y restent et qui ne trouvent pas les services dont elles ont besoin. Et nous avons des élus qui se cloisonnent derrière la notion de village, la notion d'identité. Mais ce n'est plus la réalité. Aujourd'hui, nous avons besoin de logements. Voilà, Madame la Ministre, ce sur quoi je voulais insister, mais je pense que vous ne pourrez pas toujours glisser à côté de la nécessité de la mixité sociale. Si vous voulez quelque chose et si vous voulez mettre de l'humain dans cette loi, commencez par cela. C'est un texte qui a demandé pour notre part 202 amendements et pour ma part j'avais déposé un amendement notamment pour réduire les délais de préavis pour les personnes qui tombent gravement malades et qui ne peuvent plus rester dans un logement qui n'est plus adapté à leur situation médicale, amendement qui a été rejeté. Autre texte emblématique également, la santé, loi hôpital, patient, santé et territoire, qui est actuellement en discussion au Sénat, qui fait pas mal de bruit, mais qui reprend globalement ce qui avait été dit au Parlement pendant des heures et des heures, c'est-à-dire de ne pas faciliter la logique comptable et de la mettre au moins en équivalence à la logique médicale. Madame la Ministre, au regard de l'évolution de notre société, un projet de loi sur la santé publique s'imposait, c'est vrai. Est-ce ce projet de loi tel qu'il nous est présenté que nous espérions? Malheureusement non. Il s'inscrit dans une logique administrative, comptable, qui marginalise les professionnels de la santé, les usagers et les élus. Ce texte centralise à l'excès la gouvernance avec les pleins pouvoirs donnés au directeur des ARS, sorte de proconsul de la santé nommé par le gouvernement. Le directeur de l'hôpital public exercera lui aussi sans entrave interne des restructurations et des décisions essentiellement d'ordre budgétaire. Promouvoir la gouvernance, Madame la Ministre, est utile, à condition que l'objectif ne soit pas de réformer uniquement pour maîtriser les dépenses publiques. Voilà, donc ça c'était un premier aspect important de la loi sur lequel je voulais me positionner. Le deuxième, c'est notamment le maillage territorial par rapport à l'arrivée de nouveaux médecins, à la démographie, à la désertification médicale, ô combien importante et qui risque de s'aggraver, et qui s'aggrave d'ailleurs sur les territoires, mais ce n'est pas spécifique ici, mais globalement nous avons un déficit de médecins et nous devons mener des actions pour les garder et en faire venir des jeunes notamment grâce aux maisons de santé. Vous affichez, Madame la Ministre, une volonté de mieux répartir l'offre de soins sur le territoire. Vous le savez, je vous ai plusieurs fois saisi de cette problématique en Médoc et je prends acte a priori de votre volonté. Mais les moyens que vous préconisez me semblent encore insuffisants au regard des enjeux posés. Ni le développement des maisons de santé, ni le numerus clausus sur des critères régionaux ne pourront suffire. Il manque de mesures réellement incitatives pour assurer l'installation des médecins dans nos territoires qui souffrent d'une désertification médicale. Il faut, à mon avis, affronter plus vigoureusement le désert médical et refonder un système de santé de proximité. Nos populations sont en souffrance et nous vous présenterons des amendements. Il manque toujours un véritable maillage territorial de santé publique, comme il manque toujours un meilleur maillage entre médecine de ville et hospitalière, comme il manque toujours une vision prospective sur la prévention des risques nouveaux. Enfin, je crains, Madame la Ministre, que vous cherchiez à vous exonérer du soutien à apporter aux établissements publics de santé en voulant faire assurer et assumer trop de missions de service public par le privé. Je vous remercie. Sur ce texte-là, 296 amendements déposés, 5 directement signés de ma part, qui portaient notamment suite à la tempête à l'obligation faite aux maisons de retraite privées de pouvoir s'équiper en groupe électrogène,
puisque nous avons eu à subir cette carence assez fortement. Et puis également sur ce texte, vous l'avez vu, le vin sur la publicité du vin sur Internet cadre quand même dans le respect de la loi et l'État. Alors pour les groupes électrogènes, comme c'était une demande qui induisait une dépense, eh bien on le repassera lors de la loi de finances 2010. Voilà par rapport à cette partie santé et logement qui étaient deux gros textes.